replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bienvenue dans la chronique de Mimi Mireille, Retour vers le passé. Aujourd'hui, elle va vous ouvrir les portes autour de l'époque des temps modernes. Les temps modernes. Cette période commence à la fin du Moyen-Âge, que je situe en 1450 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Le début de cette période commence avec ce que l'on nomme la Renaissance. Ce mouvement historique présent dans toute l'Europe et qui veut mettre en avant l'Antiquité gréco-romaine, aussi bien en littérature, philosophie et les arts. C'est à cette période que l'on assiste à l'expansion de l'imprimerie. Les informations circulent partout et plus vite. Saint Thomas d'Aquin dit que toute créature rationnelle est ordonnée vers Dieu, comme à sa fin ultime, sera remise en question. C'est également le début d'un nouveau courant humaniste et l'italien Pic de la Mirandole déclare « L'homme est l'artisan de sa propre vie », un grand contraste avec le Moyen-Âge. Pendant cette période, la culture ésotérique, les superstitions sont encore bien présentes. On a peur du jugement dernier ou des orages par exemple, mais on remet en question ce que dit l'Église. Avec la Renaissance, une plus grande tolérance religieuse voit le jour. Le deuxième schisme de 1378 voit la papauté partir à Avignon jusqu'en 1418, avec 2 papes rivaux et même un 3e à Pise pendant cette courte période. L'Occident se divise. Les suites de la guerre de 100 ans et Urbain VI se reconnaît légitime à Rome et Clément VII à Avignon est déclaré antipape. Dans ce contexte, plusieurs réformateurs voient le jour, tels que Erasme en Suisse, Jean Calvin en France, Henri VIII en Angleterre, Martin Luther en Allemagne. Martin Luther édite ses 95 thèses en 1517, la veille de la Toussaint. L'imprimerie lui permettra de diffuser ses idées à grande échelle. Ce sera pour lui le moyen de dénoncer les ventes d'indulgences par l'Église catholique autorisées par le pape Léon X. Une véritable révolution est en marche qui donnera naissance au protestantisme. Les guerres de religion entre protestants et catholiques en Europe s'étendent du XVIe au XVIIIe siècle. En France, elle débute en 1562, jusqu'à la signature de l'édit de Nantes en 1598. À la même période culminent les persécutions des sorcières. Elles sont les boucs émissaires par excellence. Les condamnations des personnes accusées de pratiquer la sorcellerie sont systématiques. Une nouvelle formule de guerre débute avec l'artillerie. Avec Louis XIV, c'est le début de la monarchie absolue. Ce mode de gouvernance va se diffuser dans toute l'Europe. L'époque moderne se termine en 1789, au moment de la Révolution. Mais dis-nous Mimi, quel est le roi qui règne en maître sur l'époque de la Renaissance? C'est François Ier, n'est-ce pas? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables vacances. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, nous allons parler de François d'Angoulême. Il voit le jour le 12 septembre 1494 à Cognac. C'est pour cela que nous allons parler de lui aujourd'hui, car il est né en septembre. Il est le fils de Charles de Valois-Orléans, comte d'Angoulême et de Louise de Savoie. Au dire de ses contemporains, le jeune François est très grand, il mesure presque 2 mètres. Il est bien fait de sa personne, comme disait-on autrefois des personnes séduisantes. Il est aussi sportif, participe à des tournois, aime la chasse. Il a une grande bravoure et une intelligence rapide et curieuse de tout. Il est aussi amateur de chevalerie. Grâce à son précepteur, le sire Boisy, B-O-I-S-Y,
il apprend à s'intéresser et à aimer les lettres. L'humanisme, c'est ce courant où l'homme devient le centre du monde, pour faire court. Les humanistes de son temps sont par exemple Erasme, Pic de la Mirandole, Rabelais. Il apprécie le luxe, la fête et rêve d'Italie comme tous ses prédécesseurs et ancêtres. Il se marie le 18 mai 1514 avec Claude de France, la fille de Charles XII et d'Anne de Bretagne, à Saint-Germain-en-Laye. Le Louis XII décède un an plus tard et le 1er janvier 1515, François d'Angoulême est proclamé roi de France et il est sacré à Reims le 15 février de cette même année. Il est le premier roi de France à porter le prénom de François, le même nom que son peuple. François est roi au début d'un nouvel ère que l'on nomme la Renaissance. Quand il devient roi, il est déjà un jeune homme de 21 ans, donc il peut gouverner en son propre nom. Avec lui, on passe d'un régime semi-féodal à une monarchie moderne. François a pour devise « Nutrisco et extingo » « Je nourris et j'éteins » et son emblème, la salamandre. La salamandre est réputée pour survivre dans les flammes, elle aurait même le pouvoir de l'éteindre. Avec son épouse Claude de France, François a 7 enfants. Louise de France, née en 1515, Charlotte de France, née en 1516, mais décède à l'âge de 7 ans. François de France est duc de Bretagne, né en 1518, mais décède en 1536. Henri II est né en 1519, héritier du trône après la mort de son frère aîné. Madeleine de France, née en 1520, épouse le roi Charles V d'Écosse et devient reine d'Écosse. Charles de France est comte d'Angoulême, né en 1522. Marguerite de France, née en 1523. Il a également un enfant naturel qu'il reconnaît, Nicolas de Valois-Estouteville, seigneur de Villecouvin ou Villeconin, né en 1545. Il l'aurait eu avec Louise Mistresson, M-I-S-T-R-E-2-S-O-N, de la Rieux, avec une grande probabilité qu'elle soit issue de la famille d'Estouteville. Il cherche à agrandir son royaume, son rêve d'Italie lui revient, cette Italie où les villes sont de toute beauté, avec des palais, des jardins, sans parler de l'effervescence qu'il y a entre les peintres, les sculpteurs, sa culture, bref, tout lui donne envie et le fascine. Il ne l'oublie pas. Un an après son mariage, son épouse Claude lui donne la Bretagne. Nous sommes en 1515. Le début de son règne commence par une grande victoire en septembre 1515 à Marignane contre les Suisses. Grâce à cette victoire, les Français sont à nouveau maîtres d'une partie de l'Italie et plus précisément Milan, Parme, Plaisance. Même Charles Quint, avec qui il est en conflit, mais alors régulièrement, reconnaît la domination française en 1516. Le pape Léon X signe avec François le Concordat de Bologne. En automne 1516, Léonard de Vinci arrive en France grâce à François Ier. Dans ses bagages, il amène la Joconde. François est aussi un homme à femme. Il va s'arranger pour construire, rénover un château à proximité de là où vit ses conquêtes. Il a par exemple comme maîtresse la comtesse de Chateaubriand ou la duchesse d'Estampes. Plus aucun roi ne voulait de châteaux médiévaux. François ne fait pas exception.
Il s'inscrit dans la lignée des rois bâtisseurs. Il va réaménager plusieurs châteaux médiévaux et poursuit les travaux de ses prédécesseurs, tels que le château d'Amboise, de Blois, de Fontainebleau. Léonard dessine le château idéal pour son royal mécène et c'est Pierre Lescot, Lescot, qui construit au Louvre une façade italienne. En 1517, il fonde le port du Havre. En 1530, François fonde le Collège de France. Une véritable révolution culturelle transforme la France, mais toute l'Europe à cette période. Et François, lui, introduit la Renaissance italienne en France. En 1535, Jacques Cartier, un explorateur, arrive aux Bouches du Saint-Laurent. François décède au château de Rambouillet le 31 mars 1547 à l'âge de 53 ans. Avant de mourir, il conseille à son successeur Henri II de baisser les impôts. Pour moi, François Ier fait partie des grands rois, un des plus importants de l'histoire de France. Grâce à lui, la Renaissance est en pleine explosion. En résumé, on peut dire que François favorise les sciences, les arts, il fonde le Collège de France, il rend l'obligatoire le français dans les actes administratifs, il modernise les vieux châteaux médiévaux, il fait construire le port du Havre. Explorateurs, savants, artistes sont bien présents pendant son règne. Il est le protecteur de Rabelais. Par contre, il est hanté par son rêve d'Italie. Il n'est pas bon comptable, il a accablé son peuple par l'impôt. Pour moi, il y a un avant et un après François Ier et la France en a été changée. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur ce grand roi, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous invite à faire vos propres recherches le concernant, si vous voulez le découvrir, le redécouvrir, voir les choses qu'il a pu faire pendant son règne. Évidemment, il y a eu énormément de conflits, de guerres, mais ce serait trop long pour tout vous raconter. Les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans différents livres. Alors pour commencer, il y a l'Histoire de France pour ceux qui l'ont oublié aux éditions Larousse, Dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France de Thomas Decker, Decker, Dictionnaire encyclopédique de l'histoire du monde de Michel Moore, Mou2re, François Ier et la Renaissance de Gonzague de Saint-Brice. Et j'étais également visiter 2 sites internet, alors Wikipédia sur François Ier et Wikipédia sur Nicolas d'Estouteville. Je vous souhaite un agréable dimanche, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.